bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Gilbert Thuénon, le vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président, vous êtes aussi chargé d'animer et de contrôler les secteurs du transport, des infrastructures publiques, de la prévention routière, du suivi du schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie NC 2025, ainsi que du suivi des transferts de compétences, et vous concourez au règlement des problématiques minières ainsi qu'au suivi du fonds nickel. Nous reviendrons sur tout ça, mais tout de suite, Gilbert Thuénon, vous avez été élu mardi, un peu à la surprise générale, vice-président du gouvernement, avec les voix de l'UC bien sûr, mais aussi de l'Avenir en Confiance et de l'Éveil océanien. Franchement, est-ce que vous-même vous y attendiez mardi ? Non, pas du tout, parce que disons que les orientations du congrès, du comité directeur qui s'est tenu samedi précédent étaient claires. Il n'était pas question de négocier avec l'Avenir en Confiance ni avec Calédonie Ensemble. Pour autant, il avait été admis à ce comité directeur que si des voix se portaient sur ma candidature, qui a été validée par ce même comité directeur, nous étions preneurs de ce vote-là. Parce que c'est notre responsabilité aussi à l'Union calédonienne que le gouvernement fonctionne bien, et puis surtout fonctionne en pleine capacité, si j'ose dire. Le vice-président, ça sert à quoi ? C'est un peu la question qu'on se pose toujours. On sait en plus, on l'a dit à cette occasion, que le gouvernement pouvait fonctionner alors que le poste, même si le poste était resté vacant, ça sert à quoi en fait ? Habituellement, en cas d'absence du président, c'est vrai que la présidence des séances du gouvernement est présidée par le vice-président. Le vice-président est aussi amené à le suppléer dans des invitations, à l'extérieur, dans des opérations extérieures. De même, je crois que ça c'est la partie plus cachée des choses qui ne sont pas formellement dites ni écrites dans l'accord de Nouméa, mais on est appelé à partager un certain nombre de missions propres au président du gouvernement. Je pense notamment qui concerne les relations extérieures, par exemple. Voilà, c'est une association que le président et le vice-président ont toujours effectué au niveau du gouvernement. Alors, toujours est-il que ce poste a fait l'objet d'un bras de fer entre l'UC et l'UNI. On en a largement parlé. Vous aviez face à vous Jean-Pierre Diaoué, donc présenté par l'UNI, qui n'a obtenu que 2 voix. Pourquoi cette bataille pour ce poste ? C'était un symbole d'avoir la vice-présidence du gouvernement ? Non, une bataille, non. Je pense qu'on était dans la logique des élections du 12 mai dernier. Souvent, on oublie que ce sont des élections provinciales qui ont cette particularité de revêtir le caractère d'élections fédérales, quoi. Parce on fait des élections provinciales. Après ces élections provinciales, en même temps, on désigne les membres du Congrès. Lesquels membres du Congrès sont appelés à désigner les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une suite logique. À partir du moment où l'Union calédonienne s'est présentée aux élections provinciales, s'est présentée à la présidence du Congrès, nous on l'a dit, notre objectif c'était les provinces, le Congrès et le gouvernement. Donc tout logiquement, nous n'avons pas pu avoir la présidence du gouvernement, donc on s'est attaché à avoir celui de la vice-présidence du gouvernement. Parce que nous estimons que nous avions la capacité d'occuper ce poste-là, non seulement la capacité, mais aussi le devoir de s'impliquer dans la gestion du gouvernement de notre pays, compte tenu une fois de plus des échéances qui nous attendent, compte tenu aussi de la situation de notre pays aujourd'hui, chose que l'on oublie beaucoup. La situation économique du pays n'est pas très bonne. Il va falloir se retrousser les manches. Il y a la problématique des comptes publics de la Nouvelle-Calédonie, mais au-delà de ça, c'est la situation des comptes sociaux. Il faut trouver rapidement les 7 milliards dont a besoin la CAFAT et au-delà de la CAFAT, nos centres hospitaliers. C'est ensemble que les Calédoniens doivent se retrouver les manches et surtout être d'accord sur comment faire pour alimenter ces dépenses dont les Calédoniens ont besoin. Ben vous dites l'objectif au provincial, et c'est vrai que ça a été dit pendant la campagne, c'était le Congrès et le gouvernement. L'Union calédonienne préside le Congrès et la commission permanente du Congrès. Est-ce que vous ne pouviez pas justement laisser le poste de vice-président du gouvernement à l'UNI, puisqu'ils sont indépendantistes, pour partager entre indépendantistes ?
Le débat a eu lieu à notre niveau et à plusieurs niveaux de l'Union clédienne. D'abord au bureau de l'UC, puis à la commission exécutive de l'UC, puis au comité directeur de Canada. Donc les arguments étaient partagés, hein, je dois le préciser, mais toujours est-il qu'à la fin de tout ce débat-là, nous avions dit que nous avons vocation à occuper ce poste-là. Donc voilà, partant de là, pour une fois, cette décision a été validée par une résolution écrite du comité directeur de Canada qui mentionne de manière très précise la présidence du gouvernement. Donc, pour dire quoi? Pour dire simplement que ce n'est pas une décision des seuls responsables de l'Union clédonienne, mais c'est une décision partagée avec un militant de l'UC. Et ça, c'est important. C'est important parce que nous sortons d'élections provinciales. Beaucoup de choses ont été dites durant la propagande électorale. Beaucoup d'engagements ont été pris. Et puis, par-delà de ça, c'est aussi la place de l'Union clédonienne dans l'échiquier politique du pays. Mais la résolution... Et Dieu sait que nous avons toujours estimé que le gouvernement est une instance importante de la gouvernance de notre pays. Mais la résolution dit non seulement que c'est l'UC qui doit avoir la vice-présidence, mais que c'est vous, Gilbert Thuénon. Donc oui. C'était vraiment un soutien à votre personne de l'ensemble de l'UC. On ne va pas rentrer dans les détails, mais parce que bien avant ça, la commission exécutive de notre parti a demandé une espèce de casting. Vous savez, c'est un peu comme The Voice, là, où on vous demande quasiment... Vous chantez pas, quand même? Non, on chante pas, mais on nous demande un document, une espèce d'exercice, un devoir, sur notre vision du poste de président du gouvernement, quels étaient les dossiers essentiels que nous allions porter si d'aventure nous avions le poste de président du gouvernement. Voilà, on a passé un exercice. C'était une espèce de casting. Donc c'était les 3 candidats qui étaient appelés, à la fois Didier Poitier-Ligouane, Jean-Louis Damblère et moi-même. Et à l'issue de cet exercice-là, la commission exécutive a voté. C'est la raison pour laquelle c'est vrai que c'est rare qu'à l'Union clédonienne, une résolution mentionne de manière aussi précise le nom d'un candidat, mais ça a été fait. Dans mon esprit, je crois que la dernière fois qu'on l'a fait, c'est au moment où nous désignions, à l'époque, Charlie Pidiot pour être les négociateurs de l'Union clédonienne dans le cadre des négociations qui ont abouti à l'accord de Nouméa. Voilà. Oui. Donc c'était important. C'est une procédure assez exceptionnelle quand même. Voilà. Et donc ce qui me concerne, on était dans cette démarche-là, puis je ne pouvais que m'y... Et si l'avenir en confiance et l'éveil océanien n'avaient pas tranché, on peut penser que entre l'UNI et l'UC, vous n'auriez jamais trouvé d'accord. On a l'impression que vous étiez dans une impasse. Non. Peut-être qu'à la différence de la fois d'avant, l'urgence des dossiers du pays font que cette fois-ci, nous, on a estimé que si les discussions en interne au FLNKS n'avançaient pas, il fallait pas bloquer la nomination de la présidence du gouvernement, qui aurait pu très bien être en faveur de M. Jean-Pierre Diawé, puisque nous-mêmes, nous n'avions pas eu de discussion. Donc à partir de là, l'urgence de la situation dont je parlais tout à l'heure, mais aussi le fait de préparer sereinement le prochain référendum, demander à ce que l'on se mette en marche, quoi. Voilà. Alors, en attendant, le chef du groupe uni au Congrès, Louis Mapou, a exprimé sa déception et même sa tristesse. Vous comprenez cette réaction et vous les avez vus? Vous avez vu vos camarades de l'Uni depuis votre élection ou pas encore? Non, mais je pense que c'est que je dois dire avant antenne, c'est que c'est vrai que au sein du FLNKS, les 2 grands frères du FLNKS, c'est le PALICA. C'est pas l'UNI, c'est le PALICA. Parce que là, vous parlez d'une expression du chef de groupe uni au Congrès. Moi, je vais simplement dire que les 2 grands frères du FLNKS, c'est l'Union clédonienne et le PALICA. Et c'est vrai que souvent, nous avons eu des visions différentes, des divergences de points de vue, des approches différentes sur les sujets. Ça a été souvent débattu. Et donc, on a souvent eu des débats très importants au sein du FLNKS. Quand il s'est agi, par exemple, à l'époque, de valider ou pas la signature de Jean-Marie Tjibaou au moment de l'accord de Matignon-Oudinot. Il y a eu des débats. C'était un congrès FLNKS Atio. Il y a eu beaucoup de débats au moment, par exemple, de la mobilisation union clédonienne pour l'accès à la ressource pour l'usine du Nord. C'était des vrais débats, des vraies discussions.
Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, moi je dis, c'est les modalités de gouvernance dont il s'agit là. Moi je vais les classer peut-être dans les bavardages ponctuels entre nous. Ça, c'est des bavardages ponctuels. L'essentiel, ce qui prime chez nous, c'est la survie de notre vision politique. C'est la survie de notre vision politique et c'est la survie de notre objectif de souveraineté de notre pays. Et je crois que c'est cette survie-là, de ce débat-là, elle n'est pas mise en cause, là. On bavarde au niveau du Congrès, s'agissant d'un poste, d'un autre poste, comme on bavarde au gouvernement. Mais franchement, c'est pas ça qui va faire que demain ou après-demain, nous allons accéder à l'indépendance. C'est pas ça la question. La question, c'est de se mettre au travail. Moi, je reviens là-dessus, parce que on ne peut pas, aboutir dans le processus actuel en laissant notre pays dans la situation qui est la sienne aujourd'hui. Mais alors en attendant, et ça étonne toujours un peu, on a vu les indépendantistes, et notamment l'UCL Palika, mener une campagne très unitaire pour le référendum. Et puis depuis les provinciales, on a l'impression vraiment que rien ne va plus. On parlera de la province Nord, mais enfin, on voit bien qu'il y a des tensions très vives entre vos deux partis. Ça remet pas, à vous entendre, ça remet pas en cause du tout la démarche unitaire. Et vous allez à nouveau, même si aujourd'hui c'est tendu, vous retrouver ensemble demain. Vous verrez qu'aux prochaines, parce que là on a déjà un premier rendez-vous qui nous attend au mois de mars prochain, c'est les élections. Pour les élections municipales. Vous allez voir que les gens de l'UC et du Palika sur le terrain vont se retrouver, avec les gens de l'UPM, avec les gens du RDO certainement. Donc voilà, mais l'essentiel, c'est la souveraineté du pays. Et c'est sur cet essentiel-là qu'on se retrouve toujours. Même si parfois il y a aussi quand même des divergences, parce que l'UNI, par exemple, j'ai bien dit, le groupe UNI, disait la semaine dernière, en évoquant la vice-présidence, Louis Mapou disait que d'ores et déjà, ils allaient faire campagne pour le deuxième référendum pour une indépendance avec partenariat. Là, on sait que l'UC non plus n'est pas forcément exactement sur la même longueur d'onde, quand même, si. Non, je pense que les choses ne sont pas si tranchées que ça. Il ne faut pas oublier que l'Union calédonienne à un moment donné, avec un de ses présidents, en l'occurrence Pascal Naouna à l'époque, avait milité pour une indépendance à association. Voilà, donc c'était le terme qui était utilisé à ce moment-là. Je crois que ce que défend aujourd'hui le Palika, c'est l'une des options et qui a été livrée au moment du travail qu'on a demandé aux missionnaires, et notamment à M. Soukramanian et j'ai oublié le nom. Corsial. Voilà. Et qui avait effectivement évoqué un certain nombre d'hypothèses ou d'options de sortie. Et effectivement, l'indépendance partenariat fait partie de toutes ces propositions-là. Nous, à l'Union calédonienne, on est resté un peu dans nos bottes pour le moment en disant que voilà, le FNLKS s'est toujours positionné pour l'indépendance du pays. Mais on a aussi, à plusieurs reprises, notamment quand on a travaillé sur la question de l'autofinancement de l'indépendance, indiqué que le partenariat, c'est le président Jean-Marie qui l'a dit, Jean-Marie Tjibaou qui le dit lui-même. L'indépendance, c'est la gestion de nos interdépendances. Ça veut dire que dans ça, il y a effectivement la question de partenariat avec la France, mais aussi avec d'autres. C'est ça que dit l'Union calédonienne. Et dans la province Nord, alors est-ce que là, vous arrivez aussi à travailler ensemble, Palika et Union calédonienne? On vous a accusé dernièrement d'avoir mené des tractations avec la liste d'Alcide Ponga pour prendre la présidence au Palika. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai, Gilbert Thué, non? Il faudra un jour ou l'autre poser la question à Alcide Ponga, qui est maire de Kouawa, et à M. Wilfried Roes, qui est maire de Koumak. Moi, ce qui me concerne, vous savez, il y a deux choses que je dois répondre sur ces suspicions-là. C'est que, sur le plan moral, je ne pouvais pas négocier. Parce que la tête des listes pour nous en province Nord, c'était M. Daniel Goua. Donc nous avons été en campagne. La seule personne qui pouvait occuper le poste de président de la province Nord au titre de l'Union calédonienne, c'est M. Goua. Ça, c'est la première chose. Donc quand on va avec une tête des listes au devant des électeurs, c'est celui qu'on met à la présidence. La seconde chose, elle est de droit. C'est une question de droit. Simplement parce que moi, je suis 7e sur la liste en province Nord. Et étant 7e de la liste de la province Nord, je ne suis que élu provincial. Et vous savez comment, Elisabeth, que pour être président de la province Nord, il faut être élu provincial et élu au Congrès. C'est un point de droit. Et on ne peut pas y échapper.
Donc, la suspicion, elle est là. Elle fait partie de ce que j'appelle les légendes du pays. Parce que c'est pas la première fois qu'on m'accuse de ça. Mais cette théorie du complot et ces suspicions-là, moi j'appelle les Calédoniens à s'en méfier. Il faut faire attention. Parce que dans un certain nombre de pays dans le monde, on le voit aujourd'hui, ça frise l'intégrisme. C'est les méthodes de l'intégrisme, ça. Donc moi, je suis clair avec les gens de mon parti d'abord. Je suis clair avec les militants de la province Nord. Je suis clair avec la population de la province Nord. Je n'étais pas candidat à la présidence de la province Nord. Cette fois-ci, je n'étais pas. Je l'étais en 2009 et en 2014. Cette fois-ci, c'était M. Goua. Donc il n'était pas question pour moi d'aller discuter avec qui que ce soit. Et chose très importante, pour négocier à l'Union calédonienne, il faut avoir un mandat. Et je n'avais pas le mandat. La seule personne qui avait le mandat pour discuter, pour parler, c'est M. Daniel Goua. Et il l'a fait. Il l'a fait. Mais pour prendre la présidence de la province Nord ? Non, pour partager les choses avec eux, parce que là aussi, nous étions dans la logique de ce qu'on appelle la parole partagée, des discussions qu'il y a eu au sein du FNKS, pour dire quoi ? Pour dire une chose très simple. Pour éviter les discussions inutiles, celui qui sort devant, c'est lui qui prend la présidence. Alors pour nous, en province Nord, c'était clair. D'ailleurs, on a voté pour le président sortant en province Nord. Donc, comme un seul homme, tout le monde a voté pour lui. Tout le monde a voté pour lui. Mais en revanche, pour l'exécutif, enfin pour les vice-présidences notamment, vous avez essayé de négocier et vous n'y êtes pas arrivé ? Oui, puis voilà, ça s'est pas passé. Mais voilà, je veux dire, faut pas en faire tout un pataquès, voilà. Maintenant, il faut se mettre au travail. L'Union calédonienne sait à quoi s'en tenir en province Nord. Il faut se mettre au boulot, puis c'est tout. Ces suspicions à votre rencontre, ça révèle quand même des détestations personnelles ou est-ce que c'est la politique et c'est normal d'être parfois la cible ou est-ce que vous croyez que ça va au-delà ? Peut-être que ma personnalité gêne parfois, peut-être mon franc-parler et puis ma vision assez arrêtée sur les choses. On dit des fois que je suis assez têtu, quoi. Donc c'est vrai que faut pas oublier que je suis maire de la commune de Canala, par ailleurs. Donc on n'oublie pas. Voilà, donc il y a eu quelques divergences et puis quelques points de vue très très opposés sur la question minière, notamment s'agissant de Canala, s'agissant de la manière de faire. Et voilà, donc sur le partenariat province-commune du Nord. Voilà, c'est normal que vous focalisiez un petit peu. Oui, mais quand on est en politique, il faut s'attendre à tout ça. Alors pour revenir à votre vice-présidence, il y a une autre réaction, c'est celle de Calédonie Ensemble, qui parle du retour de la coalition et des alliances contre nature. Alors là c'est pareil, au-delà de votre élection, vous nous avez dit que non, qu'il n'y avait pas eu de discussion, mais est-ce qu'il y a un accord de gouvernance avec l'Avenir en Confiance et l'éveil océanien et l'UC, puisqu'ils vous ont porté à ce poste de vice-présidence ? Non, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas d'accord de gouvernance, il n'y a pas d'alliance contre nature, d'alliance ou quoi, ou qu'est-ce. La seule chose qui est claire, c'est que, et puis ça sera comme ça, vous le verrez à la pratique, c'est que les majorités d'idées se feront au gré des dossiers au Congrès. Parce qu'il y a des dossiers, je parle des comptes sociaux par exemple, il faudra s'y mettre ensemble, indépendantistes ou non, c'est pas ça la question. La question, c'est le quotidien des Calédoniens. Donc il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de, coalition ou quoi ou qu'est-ce. Mais on peut pas, pendant la campagne, dire qu'il y a des situations d'urgence et puis critiquer quand les gens se mettent ensemble pour avancer. Et puis, comme disent les Calédoniens, s'agissant de Calédonie Ensemble, n'a pas miré, quoi. Voilà. Et puis, ça fait partie des petits bavardages, là, dont je parlais tout à l'heure. Mais les Calédoniens, aujourd'hui, n'ont pas besoin de ça. Faut être lucide. Les vieilles méthodes qui consistaient, et ça c'est vrai que c'est une époque qui passe petit à petit, c'est que à un moment donné, quand on était dans l'opposition, voter pour la majorité, c'était quasiment, c'était sacrilège, quoi. Que les indépendantistes et les loyalistes votent ensemble, et c'était sacrilège. Mais on est dans un monde de communication, on est dans un monde où on ne peut plus se recroqueviller
chez soi, on peut plus se recroqueviller sur ses idées, sur ses pratiques, sur quoi ou qu'est-ce, quoi. Et surtout, on peut plus se recroqueviller sur le clientélisme politique. C'est fini, ça. Demain, quand vous allez mettre un impôt, il faut bien juger du caractère de cet impôt-là, parce que tous les Calédoniens vont le payer. Qui vivent à Canala, à Pointe-Dimier, Comac ou Nouméa, ils payeront l'impôt. Donc, quelque part, ces vieilles divergences-là, ces vieilles, séparations-là, ces arbitraires politiques, là, c'est d'un autre temps, ça. C'est déplacé aujourd'hui. C'est déplacé. Selon vous, le gouvernement... Si Macron a gagné les élections en France, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'il a cassé ça. Donc, notre pays, la survie de notre pays, la vitalité future de notre pays, le dynamique dont a besoin la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, demande qu'au-delà des bases politiques, des idées fondamentales que chacun défend, soit étant peut-être un parti qui prône le libéralisme, un autre qui porte peut-être le communautarisme, je sais pas, ou encore le marxisme dans sa vision politique. Ça, ce sont des choses qui finalement restent en soubassement. Mais quand on parle très concrètement des choses, il faut avancer, quoi. Après, c'est du réalisme politique. Oui, c'est du réalisme politique. Et puis, parce que c'est le temps d'aujourd'hui qui veut ça. C'est malheureux parce que hier, c'était beaucoup plus facile, quoi. Et donc malheureux, pardon, donc c'est pas le terme que je voulais dire. C'est que c'est comme ça, mais c'est le temps d'aujourd'hui. Il faut en prendre acte. Et donc le gouvernement aura une majorité, à votre avis, qui pourra évoluer en fonction des textes qu'il proposera, qu'il présentera. Vous verrez que des fois, on votera contre l'avenir en conscience, des fois, on soutiendra. Pareil pour eux. Moi, je vais être amené peut-être à porter des dossiers au titre des secteurs qui me sont confiés au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas sûr que les idées que je défends sur un certain nombre de dossiers va être partagé par l'avenir en confiance. Donc, il y a du plein sur la planche. Voilà. Alors justement, Thierry Santa il l'a exprimé à plusieurs reprises, la volonté d'une gouvernance partagée. Vous êtes membre du gouvernement depuis 2011 ? C'est ça. Vous avez une certaine expérience maintenant. C'est possible de retrouver cette gouvernance partagée qui a parfois été un peu mise à mal ces dernières années. Comment vous voyez les choses ? Oui, c'est l'intelligence des hommes qui va le permettre. Et je crois que M. Thierry Santa a déjà fait preuve pour la vice-présidence de responsabilité politique avec l'éveil océanien. Donc la gouvernance partagée, moi en tant que Calédonien, j'y crois. J'y crois parce que c'est à la réalité de tous les jours des gens de ce pays ici. Voilà, qu'on soit Kanak, qu'on soit Caldoche, aux oreilles, Antillais, Chinois, Vietnamiens, on est tout le temps dans ça. On est tout le temps dans... C'est-à-dire le consensus, la collégialité, la recherche du compromis. Dans le parler ensemble, dans le compromis. Pas la compromission, dans le compromis, et dans cet échange-là. Parce que ça, c'est la Kanaki de demain, ça. C'est le pays que nous, on voulons, par l'arbitraire. Ça n'engage que vous à ce stade. Hein. Depuis mardi, on connaît aussi la répartition des secteurs. J'ai dit tout à l'heure, tout ce dont vous êtes chargé, ça vous convient globalement ? Il y a les secteurs dont vous occupiez avant, plus quelques-uns nouveaux, c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous aviez demandé ? Parce qu'on nous a dit que ça s'était fait de manière consensuelle, là aussi. Oui, on a demandé... vous nous connaissez à l'Union. Vous aviez demandé plus ? On a demandé un peu plus, et puis on nous a dit que vous étiez un peu trop gourmand. Ouais, non, on aurait aimé avoir l'énergie, on aurait aimé des choses comme ça, le développement durable, par exemple, mais voilà. Fallait en laisser aux autres. Entre les premières expressions et puis ce qui s'est passé après, fondamentalement, je crois que le vote à l'unanimité pour la répartition du secteur est quand même indicateur de l'état d'esprit dans lequel le partage des secteurs s'est fait. Bon, voilà, et puis... Moi, j'aurais voulu avoir, par exemple, l'affichage des grands travaux dans mon secteur, puisque c'est vrai que l'Avenir en Confiance avait ça dans sa propagande, mais nous aussi, on avait l'idée de mettre en place une politique des grands travaux. Donc, j'aurais aimé m'en charger, donc j'ai pas pu. Le président du gouvernement parle d'une transversalité, donc vous arrivez peut-être à vous en occuper quand même. En attendant, le transport, les infrastructures publiques, vous l'aviez déjà ? Je l'ai déjà. C'est quoi les grandes problèmes ? L'avantage, c'est que vous allez pouvoir continuer à travailler sur les sujets que vous aviez... Sur le transport maritime, c'est de finaliser l'étude sur la mise en place d'une délégation de service public pour le transport maritime. On
Nouvelle-Calédonie. La question, c'est le périmètre de la province sud, à savoir est-ce qu'elle en intègre, oui ou non. Parce que l'ancienne majorité à la province sud a souhaité se retirer de ce périmètre-là. Donc c'est une question qu'il faudra aborder avec la présidence de la province sud. Pour l'aérien, c'est pareil, c'est la question aussi de la régularité de la desserte aérienne de notre pays. La question de est-ce qu'il faut maintenir 3 compagnies aériennes pour un si petit pays comme le nôtre? Est-ce qu'il voilà, ce sont des questions qui ont été étudiées largement, largement explorées. Maintenant, il faut prendre des décisions. Voilà. Et sur moi, je vais aussi animer la problématique minière, mais au-delà de ça, la question du fonds nickel, de peut-être remettre sur le tapis la question de la mise en place d'une redevance sur les extractions. On en parle depuis des années. Votre objectif, c'est un peu de le concrétiser, Oui, je pense que là, à partir du moment où il y a une extraction de notre sous-sol, à partir du moment où on touche la ressource naturelle du pays, il faut une petite redevance qui peut être modulable suivant le cours du nickel, par exemple, mais il y a besoin effectivement de mettre ça en route. Voilà. Sans sanctionner trop fortement les entreprises minières qui sont en situation... Tout à fait. Je pense à une redevance de base qui peut moduler suivant le cours du nickel et qui touche l'ensemble des ressources, que ce soit l'extraction de sable, de la caillasse, du nickel, du cobalt, tout ça. Et puis une redevance de base qui alimente le budget de la Nouvelle-Calédonie, et quand la fluctuation le permet, elle alimente le fameux fonds pour les générations futures, par exemple. C'est ça, cette idée. Le secteur de la mine, il est très, très demandé aussi. Il est très. Vous l'avez en partie. Il est partagé entre le président du gouvernement et vous-même. Thierry Santin, en charge de la stratégie de la mise en valeur des ressources naturelles et le code minier. Et vous, le règlement des problématiques minières et le suivi du fonds nickel. Comment vous allez vous harmoniser? Parce que là non plus, vous n'êtes pas Lucé et l'Avenir en Confiance ne sont pas forcément d'accord sur tous les sujets. En matière je pense que je vais en discuter très précisément avec le président Santin, mais je crois qu'il avait déjà plus ou moins évoqué l'idée que lui s'occupera de tout ce qui est stratégie, tout ce qui est grande orientation. Et puis moi, je vais m'occuper du quotidien, et puis charge à lui et à moi de faire le lien. Mais pour faire court, c'est une gouvernance partagée. Voilà, c'est très clair là. Un mot sur la SLN. Le plan de sauvetage peut marcher selon vous, ou est-ce que vous inquiétez vraiment pour l'avenir de cette société emblématique, s'il en est? Je crois que le plan de sauvetage peut marcher parce qu'ils l'ont déjà démarré. Au regard de ce ils ont lancé dans le Nord, et notamment à Poum, avec la société, avec la Sonarep là-haut, à savoir une prise en compte des populations locales, une prise en compte d'une société minière qui était sur place, avec un partage de l'exploitation de la mine de Poum là-haut, ça peut marcher. Et ça peut marcher, il faut simplement que, au niveau du gouvernement, nous nous penchions sur la troisième demande de la SLN, qui consistait à une révision du prix de l'énergie. Donc ça, il faut qu'on le regarde rapidement. Mais sur le nouvel modèle économique qui ont globalement mettait en exergue 2 volets, à savoir la mine et la métallurgie, je pense que ça peut marcher. Et concernant mais avec cette, comme je l'ai dit à Madame Borries, avec cette exigence-là, c'est la prise en compte des populations locales. Vous allez réussir, je dis à Madame Borries, vous allez réussir le jour où à Tio, ou à Kwawa, ou à Wailou, on comprend le discours de la SLN, où la parole de la SLN est enfin comprise. Et c'est vrai que ces derniers temps, quand on voit l'actualité des derniers mois sur Kwawa, sur Tio, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ce n'est pas possible que la SLN ne s'entende pas avec les populations locales. Or, la seule solution, la seule façon d'amener les populations locales à partager son point de vue, à aller dans la même dynamique, c'est que la ressource qui est là, qu'on y travaille ensemble. Parce que les gens sur le terrain ne peuvent pas continuer à subir. Les gens des communes minières ne peuvent pas continuer à subir. Quand on voit l'état, la situation l'état d'élu, on va faire court, de Kwawa par exemple aujourd'hui, et de Tio aujourd'hui, ça ne peut pas. Voilà, à Tio, les commerces, ce genre de choses, et c'est plus que ça a été à un moment donné. Donc c'est encore une fois
C'est bon de faire des grands discours, de parler d'un modèle économique et tout ça. Mais si les gens sur le terrain ne trouvent pas leur compte, c'est pas la peine. Ça peut pas marcher. Donc moi je pense que sur le sujet là, c'est pareil, hein, c'est le nivellement par le haut. Il faut amener les gens à voilà, c'est ça, c'est le nivellement par le haut. Alors, l'un des volets, c'est quand même l'exportation de minerais. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Paul Néotine ait formé un recours contre les autorisations qui avaient été accordées par le gouvernement à la SLN? Vous trouvez ça logique, alors qu'on a l'impression que c'est l'un des points importants de sauvegarde de la société? Est-ce que je peux avoir un joker là, parce que non, je crois que monsieur avec Néotine... votre franc-parler habituel, là, je suis étonné. Non, je pense que monsieur Néotine est dans la logique de sa doctrine sur la question minière. Ça, voilà, c'est. Je crois que ça a été évoqué à un moment donné. Le souhait, ça aurait été que ces 4 millions servent au projet de joint venture avec une entreprise chinoise. Voilà. Donc, moi, je ne fais comme vous que le constat de ça. Le gouvernement l'a accordé. Donc, à partir de là, elle a accordé suivant une instruction normale du service des mines sur le sujet, avec un passage au comité consultatif minier, au conseil des mines. Et puis le gouvernement a accordé l'exportation. Donc je crois que sur le plan de la procédure, les choses ont été bien calées. Maintenant, on va attendre le recours. La situation de KNS, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que ce sont les aléas normales d'une société comme celle-là? On a vu récemment donc à la fois un problème de fuite, ensuite un problème social depuis quelques jours. C'est une société agitée parfois, KNS. Disons que le point le plus préoccupant pour moi, c'est arriver à la production annoncée, quoi. Parce que le jour où l'usine produit les objectifs, a atteint les objectifs de production qui étaient la sienne au début, ça peut régler les soucis. Je crois que les choses doivent balancer entre ces préoccupations-là et puis les soucis qu'on a sur le terrain. Il me semble que le président Néotine est en déplacement en ce moment pour interpeller effectivement Glencore sur la lenteur en fait de cette montée en puissance. Pourquoi l'usine ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Mais moi, je n'ai pas de vision assez précise sur la situation de KNS par rapport à la sous-traitance et tout ça. Donc, je ne peux pas trop m'avancer, mais c'est vrai que un peu ce que je disais au sujet de la SLN, sur Thio, sur Canada, sur Kowa, c'est pas possible qu'une multinationale qui travaille chez nous comme ça ait autant de soucis, quoi. Il faut un jour ou l'autre que les entreprises autour de l'usine là-haut, autour de KNS, trouvent leur compte dans l'exploitation de la mine de Babuto. C'est pareil dans le sud, hein, quand les problèmes qu'il y avait eu dans le sud, c'est parce que peut-être à un moment donné, Vallée n'avait pas, contrairement à M. Antonin Beurier aujourd'hui, qui a un discours juste, qui a une approche juste de Vallée dans le sud, quoi. On l'a entendu à plusieurs reprises, avoir un discours qui correspond à notre pays. Et là encore, c'est parce que on ne peut pas faire sans les gens de ce pays. Peut-être ailleurs, on peut le faire parce que c'est d'autres méthodes, c'est d'autres choses. Mais notre pays, c'est ça, c'est le partage, c'est le consensus, c'est la discussion qui doit amener les choses. Et la parole est importante. Or, quand j'entends parler M. Beurier dans le Sud, je me dis, ce monsieur a les discours justes, et c'est ça qu'il faut dans notre pays. Et c'est aussi ce qui va vous inspirer comme vice-président du gouvernement, cette parole juste et consensuelle, ça va être je pense. Je pense que voilà, c'est important pour notre pays, parce que moi je me mets toujours dans l'idée que ensemble, la génération d'aujourd'hui, que ce soit des hommes politiques ou les Calédoniens, on a un héritage formidable avec ce qui s'est passé avec la signature des accords de Matignon.
et qui a été confirmée par Ouidou. On a un héritage formidable. Et si on n'est pas capable aujourd'hui de se parler au regard du passé qu'il y a eu, c'est qu'on est des nuls, quoi. Donc il faut parler, il faut continuer à parler. Moi, j'ai été assez clair pendant ces élections là, en disant que il n'était pas question de discuter avec l'Avenir en Confiance et avec Calédonie Ensemble sur les postes, sur les bavardages dont je parlais tout à l'heure. Mais sur les sujets qui intéressent les Calédoniens, maintenant qu'on va être là, il faut se mettre au travail. Et tous les responsables politiques de ce pays doivent se mettre en travail. Et pour se mettre en travail, il faut parler. Et il faut se parler, il faut dire... Et puis, partant de là, si on n'est pas d'accord au gouvernement, si le consensus ne marche pas, ben on mettra au vote. Et après, ça ira en discussion dans notre Assemblée du Congrès. Et là, nos élus prendront leurs responsabilités. Il faut parler. Nous vous avons bien entendu, Gilbert Thiénant. Merci d'accepter cette invitation dans Plug & Transparence.